Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, on est en direct sur Haïti Média Télé. Aujourd'hui, journée de la femme. J'ai avec moi Poétesse Nati et Briette. Oui, bonjour Monsieur Verne, bonjour tout le monde. Voilà, ça me fait plaisir de m'inviter ce jour 8 mars, journée de la femme. Alors, journée de la femme, c'est quelque chose de très important pour nous. Mais journée de la femme représente quoi pour vous? Mais vous savez, c'est la libération, c'est la liberté pour toutes les femmes du monde. Parce que je disais toujours dans mes poèmes que hier, les femmes étaient asservies par la rigueur de la tradition. Aujourd'hui, les femmes sont devenues l'égale de l'homme. On le voit partout, à l'usine, à l'entreprise et même dans les bureaux, en train d'accomplir les tâches hier réservées aux hommes. Voilà que la femme a franchi le pas qui était bloqué. Le pas qui était bloqué, c'est comme vous dites, c'est beaucoup d'efforts. On voit que, c'est vrai, ces journées de la femme rayonnent, fait apparaître beaucoup de choses. Liberté de la femme aussi. Oui, mais vous savez, à l'époque, comme je ne cesse de le dire, les femmes étaient asservies. Je peux donner l'exemple. En Afrique, par exemple, il y avait des femmes qui n'avaient pas le temps, n'avaient pas le droit de manger la chair. Voilà, la viande avec la chair. C'était que les poissons avec arête, les hommes mangeaient avec le poisson qui ont la chair et tout. Ça veut dire qu'il y a maintenant l'émancipation. Ça veut dire qu'on voit les femmes partout, dans les bus, dans les femmes ministres. Ça veut dire que c'est l'égalité. On parle de l'égalité de l'homme et de la femme. Voilà, le monde a changé en ce nouveau millénaire. Monsieur Verne, je peux écrire 50 poèmes par jour. Oui. C'est inné. Ça veut dire que c'est automatique. Ça veut dire que c'est moi, c'est dans moi. Vous voyez un peu. Donc, j'écris tout le temps. Et comme là, mon premier album que j'ai eu à écrire, c'est une inspiration. J'avais écrit ça en 8 jours. J'ai sorti l'album. 2 fois, quand je suis au studio, je compose sur place. Je n'ai pas besoin d'écrire. C'est quelque chose de fort qui est dans moi. Ce n'est pas n'importe qui est né poétesse. Poétesse, il faut être... C'est don. C'est un don. Vous voyez, c'est un don. Et puis, dans mes poésies, 2 fois, j'écris des livres. 2 fois, j'écris de la poésie. C'est comme ça. Même là, dès qu'on finit, je peux vous écrire 10 poèmes en moins de 10 minutes. Voilà. Non, mais c'est quelque chose de très, très, très important. Tout ça, on voit que vous criez. Mais d'où vous avez eu l'inspiration pour crier? Vous avez créé 3 albums. D'où vous avez trouvé l'inspiration? Monsieur Verne, je viens de le dire, c'est une inspiration divine. À 2 ans, quand vous prenez à 3 ans, 4 ans, vous prenez les crayons, vous écrivez quelque chose. Je vais vous dire, on est en contact avec un monde invisible. C'est-à-dire, vous voyez le temps de l'image de Jérusalem, là, l'époque, là, c'est avec ce monde qu'on inspire. Et ces gens-là ne sont pas en contact avec n'importe qui. Donc, il faut être pur dans soi. Il faut être pur dans soi pour être une vraie poétesse. Et j'ai commencé ça depuis toute petite. Et c'est, comme je le disais, son 6e, mon professeur de français qui m'a dit que qu'est-ce que j'écrivais. J'ai dit, je ne sais pas, monsieur. Il a dit, mais c'est des poèmes. Je lui ai dit, mais c'est quoi les poèmes? Il a dit, qu'est-ce que vous ressentez en vous? J'ai dit, mais je ressens comme si je suis connectée à un monde. Et c'est là où il a dit, c'est la poésie. Et c'est là où je commençais à passer à la télé de chez moi. J'avais l'âge de 12 ans, toute petite, en 6e. Je déclamais des poèmes et puis des invitations par-ci, par-là, dans beaucoup de pays. J'ai voyagé et la poésie m'a menée dans la musique. Et en dehors de ça, je me suis rendu compte que j'écris aussi de la comédie, des pièces de théâtre. Ça s'est multiplié. D'ailleurs, dans mon pays, lorsque je grandissais, je suis la seule femme à faire des spectacles de déclamation de poèmes dans les écoles privées. J'ai fait des concours dans les écoles, beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est un don. C'est un don que vraiment, même moi, je ne m'explique pas. Voilà un peu, M. Verne. Bon, alors, je dois dire que moi, je suis venue en France grâce au feu président Chirac. Ce sont eux, la délégation, qui m'ont repéré lors d'une émission à l'hôtel. Comme je vous ai dit, j'ai animé des émissions télévisées et à la télé. Et alors, là, c'est moi qui ai été invitée à l'époque. Il y avait le président Chirac, à l'époque, qui est venu dans mon pays. Et il y avait la délégation qui était là autour. Ils m'ont remarqué, ils m'ont vu faire déclamer les poèmes. Je me rappelle, à l'époque, il y avait le consul Loiseau, le consul Christophe Geoffroy, et voilà, monsieur... Et voilà, Goulpo. Et voilà, parmi eux, ils m'ont proposé tout de suite de venir en France. Et à l'époque, je n'étais pas encore prête. Parce que je me disais, non, vous voyez, je suis en train de faire. Et c'était là où, à l'époque, c'était des francs français. Première fois, le billet est venu, je ne suis pas venue. 2e fois, ce n'est pas venu. 3e fois, il me dit, mais tu ne veux pas venir? Et alors, c'est là où je suis plongée et j'habitais Nantes.
Voilà, j'ai passé toute ma carrière à Nantes, dans le département 44. J'étais dans l'association Oléo. Et là-bas, c'était des danses brésiliennes. Et après, c'est là où j'ai commencé à préparer cet album, L'Espace Vide. Et j'ai fait encore un tour dans mon pays, là où il y a eu la guerre. Et j'ai traversé dans une pirogue défectueuse. Alors, j'ai vécu tout. Et voilà, je suis encore revenue. Et voilà, c'était à cheval. Après Nantes, je suis venue ici à Paris. C'est là où j'ai dit, mais il faut que je crée mon association à SMTA. C'est le même endroit qu'on est en train de faire voilà, la maison des associations, voilà. Et mon association ASMTA, déclarée le 2 juin 2003 à la préfecture de police de Paris. Donc, avant, on était aussi dans le 12e arrondissement de Paris. On a la licence, on est membre de la Ligue de l'enseignement. On a la licence de producteur de spectacles. Producteur de spectacles, ça veut dire qu'on peut produire dans des Bataclans, etc., etc. On a aussi, il y a le producteur de spectacles, il y a un autre aussi, il y a deux choses. Et on est vraiment à jour avec des assurances et tout. C'est une grande association qui est même représentée dans 10 pays africains, là où je suis la présidente fondatrice et je fais les cybercafés, j'aide les enfants de la rue. Vous voyez, il y a la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, il y a le Cameroun et tout. C'est moi la présidente fondatrice de cette association. Et voilà, qui est là pour aussi regarder aussi les personnes âgées. Vous savez, il y a certaines personnes âgées, les gens croient que l'Alzheimer, c'est la folie. Ce n'est pas la folie. Hein. Il faut respecter ces personnes âgées. Hein, parce que vraiment, toute personne passe par là. Donc, j'ai voulu interpeller un peu chaque rang. Ça c'est très important. Mais on voit tout ça. Et puis, vous avez eu le temps d'écrire aussi des livres. Le cri des affligés. Alors, le cri de l'affligé, M. Verne, je l'écris pour les enfants de la rue. Il faudra que les gens sachent que ces enfants de la rue ne sont pas nés dans la rue. Ces enfants de la rue sont dans la rue à cause de ce qui se passe en Afrique. Vous voyez un peu ce qui se passe. Hein. Donc, il faudra que les gens sachent que la jeunesse, l'avenir appartient à la jeunesse quelque part. Donc, il ne faudra pas sacrifier ces enfants-là. Et je me suis mis à la place de ces enfants pour qu'on regarde ces enfants. Bien qu'étant que certains enfants de la rue, d'autres sont nés dans des bonnes familles, préfèrent être dans la rue, mais il ne faut pas les sacrifier. Ce sont les futurs cadres de demain. Et d'ailleurs, je peux dire qu'en Afrique, il n'y a jamais eu un président qui est né en ville. Tous viennent du village. Ah ben oui, j'ai bien vérifié, vous pouvez vérifier. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc c'est pour dire que ces enfants qui sont dans la rue, là, il faudra que qu'on puisse les regarder. Il faudra aussi les aider. Alors, mon cri de cœur, c'était ça. Voilà, le cri de l'affligé, la jeunesse. Il n'y a plus de stock. Hein. C'était, j'ai eu à éditer ça, c'est moi l'éditrice, à Almaté. Il n'y a plus de stock, il faut que je fasse encore la reproduction. Donc, il n'y a plus de stock. C'était en 5000 exemplaires, il n'y a plus. C'est le dernier. D'accord. Vendu dans les FNAC partout. C'est bien ça. Alors, la jeunesse, on a vu la jeunesse, mais pourquoi vous avez écrit la jeunesse? Alors, Monsieur Verne, la jeunesse, déjà, je suis la fille d'un politicien, hein, voilà. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on est né dans une famille riche, il ne faut pas attendre l'argent de papa. Il faut se faire seul. Papa s'est fait seul, tu as eu la chance d'être né dans une famille de la politique. Ça veut dire que c'est un modèle que je veux montrer aux gens, que je suis la fille de quelqu'un qui est vraiment, paix à son âme, mais je n'ai pas regardé la politique. Je me suis fait seule, je me suis débrouillée seule, je suis venue en France seule et je me bats pour que ces enfants-là sachent que oui, bien qu'étant que vous êtes né dans une famille très riche, il faudra que vous vous battez seul pour que montrer l'exemple à d'autres personnes aussi. Voilà, c'est pour ça que j'écris, ça parle l'histoire de Alain, qui était né dans une famille riche, qui ne voulait pas aller à l'école. Chaque fois, c'était un enfant fantôme. Lorsque sa maman a dit qu'il vient à l'école, on a demandé, mais Alain, c'est qui sa maman? Les professeurs ont dit, on ne connaît pas Alain. Il dit, mais comment ça, tout le temps Alain est là? Et lorsque Alain venait au collège, il sautait le mur. Parce qu'il se dit que oui, il y a papa qui est là, il y a maman qui est là, et on va payer. On payait tout le temps chez nous, on appelle ça Madé Swabana. Madé Swabana, ça veut dire que même si l'enfant ne travaille pas bien à l'école, on glisse l'enveloppe. Et sa maman avait dit stop. Et il a chassé Alain. Et lorsqu'il a chassé Alain, elle a pris compte de ce qui se passait. Il est devenu bien. Il a remercié sa maman grâce à ça. Voilà un peu l'histoire de la jeunesse. C'est super bien, poétesse Nati. On va faire une toute petite pause musicale là, sur votre dernier album là, et puis on revient dans quelques instants. Merci à vous. Vous savez que tout ce que je chante, c'est que des poèmes. Je fais de slam. Vous voyez un peu? Oui. Non, c'est le slam, ce que je fais, mais en chanson. C'est que de la poésie et que je mets en chanson. Donc, c'est un peu ça.
Hein, c'est pour ça que Poisson à checker, bon, c'est un titre, hein, mais il y a beaucoup de titres, comme vous avez vu, Hommage à ma défunte maman, et voilà, vous avez vu, il y a la danse traditionnelle ici, dans le 11e, et c'est que des poésies, je fais que des poésies, je chante que mes propres poèmes, auteur de plus de 8000 poèmes, et d'autres sont là toujours dans les valises, et je ne sais pas, voilà, je publie ce que je peux, donc c'est un peu ça. D'accord, non, mais c'est très bien tout ça. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à cette jeunesse africaine en France qui souhaite évoluer? Et parce que c'est pas facile dans un pays très francisé. Bon, ce que je peux dire déjà, lorsque on vient de l'étranger, il faut respecter les lois. Il faut marcher selon le pays. Ça veut dire que vous êtes venu ici, on dit ça, il faut faire ce qu'on veut. Il ne faut pas faire ce que vous voulez. C'est comme ça que je peux leur dire. Un seul conseil que je peux leur dire. C'est comme ça. Chaque pays a ses droits, chaque pays a ses... Comment, mais il faut marcher. Dans mon adage, on dit ceci, quand vous partez dans un village, vous voyez les gens marcher pieds nus, vous aussi vous marchez pieds nus. Donc il faudra qu'ils respectent ce qui se passe ici en France, c'est tout. Ce n'est pas la magie. D'accord. C'est très bien ce que vous dites, parce que c'est compliqué avec cette jeunesse maintenant, et qui veut rien respecter, tout ça. C'est très important. Il faut il y a des modèles, tout ça. Mais vous savez, c'est aussi l'éducation. L'instruction, c'est à l'école. L'éducation, c'est à la maison. Et lorsque un enfant rate l'instruction à l'école, il faut qu'il se rattrape à l'éducation. Et lorsqu'il rate l'éducation, il faut qu'il se rattrape à l'instruction. Sinon, c'est un enfant raté. C'est fini, c'est terminé. Donc, c'est les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont s'occuper d'eux. Quand on met un enfant au monde, on ne met pas un enfant pour donner à quelqu'un. On met un enfant pour vous, ou vous mettez au monde, ou vous ne mettez pas au monde. C'est clair. Mais lorsque vous mettez un enfant, il faudrait que vous savez que l'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit de grandir, il faut s'en occuper. Et pour qu'il puisse avoir la base pour grandir. Voilà un peu, M. Vert. D'accord, en fait, c'est vrai, c'est très bien. Et on tient à vous remercier pour ces éclaircissements qui permettra d'avancer pour que les jeunes puissent comprendre que, surtout quand ils arrivent en Europe, qu'il faut qu'ils respectent les lois, les conditions de vivre, tout ça, même si c'est contradictoire à leur culture. Bon, vous savez, on m'a dit un jour que les enfants qu'on amène en Afrique qui viennent ici, ce sont des enfants complexés. Les enfants africains qui sont nés ici, là, eux, ils ne font pas des choses à leurs parents. Mais ceux à qui ils ramènent, ce sont eux qui créent des problèmes à leurs parents. C'est ce qu'on m'a dit un jour. Et essayez de faire le constat, voilà, vos parents vous ont ramené ici, c'est vous qui partez dire il m'a tapé, c'est vous qui partez dire il a fait ceci. Et des fois, la maman perd les droits de l'enfant. Parce que vous savez, nous, là-bas, on tape. Les enfants africains, souvent, on les éduque par le taper. Quand on les tape, ils écoutent. Quand on ne les tape pas, ils n'écoutent pas. Alors que les enfants, ils sont en Europe, quand vous les parlez, ils pleurent. Vous savez, il y a deux différences de culture et de coutume. Ouais. Chez nous, là-bas, on est habitué avec la chicotte. Mais quand on vient ici, là, on chicote, c'est pas bien, mais c'est notre culture qui est comme ça. Mais on est obligé, comme je dis, quand vous venez ici, il faut marcher selon ce qui se passe ici. Là. Vous voyez un peu, M. Verne. Oui, je sais que c'est compliqué. Alors, c'est vrai, politiquement parlant, vous savez, l'État français fait beaucoup pour encadrer les parents avec des enfants. Mais ici, il y a des associations. Hein. Il y a des associations qui protègent les enfants, il y a des associations qui protègent les parents, il y a des associations qui sont là pour tout. Donc, comme je viens de dire, il faut marcher selon ce qui se passe ici. C'est tout. Voilà. On revient aussi sur cette grande journée de la femme. On voit que avant Simone Veil, les femmes en France n'avaient pas le droit de faire beaucoup de choses. Par exemple, seulement marcher dans la rue et aller acheter du pain tout seul. Même en France, on rappelle de tout ce problème-là. Il fallait l'homme pour donner l'autorisation pour que la femme puisse faire quelque chose. Comme je venais de le dire au début, que les femmes étaient asservies par la rigueur de la tradition. Ouais. C'est partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Europe, par-ci par-là, les femmes étaient asservies. Maintenant, il y a eu l'émancipation et l'égalité de la femme. Vous voyez un peu, voilà donc... oui, non, mais c'est vrai, l'égalité de la femme, par rapport à qui? Mais l'égalité de la femme, vous voyez, les femmes ont changé. On ne peut pas tout laisser à l'homme. Vous voyez, regardez, il y a ces femmes qui s'occupent des hommes maintenant. Ah ben oui, hein, regardez, il y a ces femmes qui s'occupent des hommes, ce n'est pas seulement des hommes qui s'occupent des femmes. Hein. C'est égalité, c'est ça qu'on parle. Et d'après vous, c'est normal? Ben oui, c'est normal. On est tous des humains. Ce qui change, c'est que, voilà, une femme, bah oui, on est égaux. Hein. Voilà, il faut laisser l'égalité. Mais bien que souvent, vous voyez qu'on dit que les salaires des hommes sont plus élevés que pour les femmes.
Ben, lorsqu'une femme porte enceinte, c'est pas l'homme qui est enceinte. Hein. Ah ben oui, donc vous voyez, il y a un peu des choses comme ça. Vous avez évoqué un sujet très important. Ben, bien sûr, il faudra revoir ça aussi. La femme a beaucoup de poids aussi en elle. Hein. Mais on ne peut rien faire. Comme je vous ai dit qu'il y a eu l'émancipation. Dieu a créé la femme. Bon, je ne suis pas trop biblique, mais on a toujours dit que c'est la côte gauche de l'homme, si je ne me trompe pas, hein, qu'on a eu à créer Adam et Ève, pardon. Je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais ça, c'est ce que. Donc, la femme, quel que soit, même si c'est l'égalité, il n'est pas dit que si la femme devient égale à l'homme, qu'il doit être comme ça. Non, il faut respecter l'homme. L'homme reste l'homme. Quel que soit, même si l'homme est pauvre, la femme est avec l'homme, il faut respecter l'homme. Parce que l'homme reste l'homme. Voilà un peu, M. Verne. C'est très bien pour toutes ces choses que vous éclaircissez pour nous, étant écrivain, poète et puis créatrice d'entreprises en France. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Parce que bientôt, c'est l'été 2025. Vous avez beaucoup de projets pour votre association et surtout pour le peuple du Congo qui vit en France, à Paris. Bon, vous savez, comme je venais de le dire, moi, ma société, comme vous savez, SRN Najma, j'ai mis ça en sommeil, vous le savez très bien, à Gare du Nord. Et là, je vais ouvrir un restaurant, bar, boîte de nuit. On ne peut pas tout dire comme ça, là, parce qu'il y a des gens qui volent des projets. Il y a des gens dans ce monde-là qui n'ont rien dans la tête. Ils sont là, ils attendent seulement des fuites, puis ils prennent le projet. Vous voyez un peu. Donc, voilà, il y aura d'autres restaurants. Il y a mes clients qui sont en train de m'attendre. Je suis aussi en train de préparer mon troisième livre, Le monde visible et le monde invisible. Il faudra que les gens sachent qu'on n'est pas seul. Hein. Oui. Dans ce monde, on n'est pas seul. Hein. Ah ben oui, les gens croient qu'on est seul. On n'est pas seul. Ça veut dire, je m'explique, on n'est pas seul dans le sens que... vous voyez, par exemple, lorsque une personne marche, il coupe un arbre ou une fleur, il y a la sève qui sort. Mais il y a les esprits, des génies des fleurs. Alors, vous coupez, vous allez faire quoi avec? Vous allez mettre ça chez vous, vous allez jeter. La fleur a souffert. Donc, chaque chose est respectée par des génies. Il faudra que les gens sachent qu'on n'est pas seul dans ce monde-là. Mais c'est ce monde, c'est dans le sens-là que j'ai eu à écrire le livre, Le monde visible et le monde invisible. Là, ce sera votre prochain livre sur le monde. Ça fait déjà plus de 7 ans, donc il reste seulement que je puisse publier et puis sortir encore mon 4e album. Je fais un peu... voilà un peu. Et puis, comme vous avez vu, j'ai eu à faire des tournées culturelles dans les clubs du 3e âge, hein, là où j'ai eu à faire la danse traditionnelle africaine, en montrant un peu ce que les gens ont eu à vivre à l'époque et tout. Je montre toujours... voilà un peu. D'accord. Voilà. D'accord. C'est très bien, je tiens à vous féliciter. Et puis juste après vous, je vais recevoir une grande dame qui travaille, qui fonctionne, qui fait beaucoup de choses pour la France, qui est à la tête d'une grande association et Carnaval de Paris. Elle va nous parler un peu. Est-ce que vous connaissez un peu le Carnaval de Paris? Moi, j'ai fait le carnaval avec l'association Oléo à Nantes. On s'habille en brésilien, on fait ça. Ah, je connais tout, j'adore, hein, j'aime beaucoup. Hein. C'est coloré, c'est poétique, ça fait rêver. Et voilà, j'aime bien la couleur. Et cette dame-là, elle a fait même, il va avoir bientôt le carnaval des femmes. Ah ben oh là là, c'est une bonne idée. C'est très très bien comme ça. Bonjour, Monsieur Verne. Alors, c'est un grand plaisir pour moi. Vous qui êtes une légende, bien sûr, tout le monde pose des questions sur vous. Vous avez déplacé dernièrement plus de 20 000 personnes dans les rues de la capitale. Oui, effectivement, moi-même, j'étais choquée. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Je disais à tout le monde, oui, entre 15 et 20 000 personnes. Mais en vrai, c'était un petit mensonge. En vrai, c'était à peu près 10 000 personnes l'année dernière. Et je pensais que cette année, ça allait être 10 000 personnes, comme d'habitude. Mais il fallait prendre en compte que c'était la fin des vacances scolaires. Et aussi, il fait beau. Le soleil, plus la fin des vacances. Et de plus, il y a autre chose, c'est que je n'ai pas pris en compte que les gens qui viennent au carnaval ont eux-mêmes utilisé leurs propres réseaux sociaux pour parler de cet événement. Ah. Voilà. Et là, c'est là que je réalise que, en fait, l'impact des réseaux sociaux comme Insta et comme TikTok et d'autres que je ne connais pas, hein, que connaissent les jeunes forcément, toutes ces personnes ont fait aussi, ont parlé de cet événement qui s'appelle le Carnaval de Paris. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec plus de 20 000 personnes. Et il y a eu des nouvelles nationalités qui sont arrivées, parce que d'habitude, on a la Bolivie, on a le Pérou, on a à peu près tout le temps les mêmes, quoi, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur.
Et puis cette année, on avait aussi le Brésil aussi. Mais cette année, boum, on a l'Argentine, on a c'est quoi? Enfin, d'autres pays de l'Amérique latine, la Colombie, voilà, chercher le mot. Il y avait la Colombie qui était là et plein de pays d'Amérique latine qui n'étaient pas là l'année dernière. Mais il n'y avait pas que, il y avait aussi l'Europe. Il y avait les Espagnols, il y avait les Italiens, tous les pays latins étaient là. Et il y a, sans oublier la communauté antillaise. La communauté antillaise, et puis il y avait des Cap-Verdiens, tout ça. Tout à fait. Ah oui, la Guadeloupe, la Martinique, le Cap-Vert, la Réunion. Parce que beaucoup de Parisiens, quand ils ont vu les Antillais, ils étaient nombreux et il y avait beaucoup de jeunes. Alors, c'est très important, bien sûr, on est là tous. Mais vous étiez au courant de cette carnaval, peut-être? Oui, j'ai entendu parler. Oui. C'est quelque chose. Carnaval, ça évoque quoi pour vous? Oh, c'est la beauté, c'est la couleur, hein? C'est la joie. Voilà, c'est un peu ça que je peux dire. Alors, vous c'est vrai, vous avez parlé de cette journée de la femme, vous avez vu que cette grande déplacement, 20 000 personnes dans la rue, c'était fait par une femme. Moi, j'adore. Déjà, félicitations et chapeau. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous voyez, hein, quand on dit les femmes, restent les femmes. Hein. Il faut avoir quelque chose en soi pour faire tout ça. Parce que si on n'a pas quelque chose en soi, on ne peut pas le faire. Voilà un peu. Alors, c'est vrai, on revient vers vous. On voit, c'est vrai, d'où vous avez vu, d'où vous avez trouvé cette façon de créer, d'où vous avez venu l'idée de créer ce carnaval, de mettre les gens à s'amuser. En fait, ce n'est pas moi qui l'a créé au départ. Il y a 30 ans, c'est un monsieur qui s'appelle Alain Rioux qui a créé l'association. Lui, son départ, c'était de créer un petit carnaval du côté de Gambetta. Voilà. Lui, il voyait un petit truc. Mais manque de bol, il a rencontré un monsieur qui s'appelle Basile Pachkov. Lui, Basile Pachkov, il voyait en grand. Parce que Basile Pachkov est décédé il y a 2 ans. Et lui, c'était un aficionados, je ne sais plus comment dire le mot. Vraiment, il adorait le carnaval. Donc, il a fait une grande recherche. Il était aussi poète, il était philosophe, il était historien, peintre. Il a fait l'école des beaux-arts à Paris. Et donc, c'était un vrai artiste. Voilà. Et il ne vivait que pour son art. Voilà. Et il vivait malheureux. Enfin, malheureux, c'est-à-dire sans argent, sans rien du tout. Voilà. Et donc, il a porté le carnaval pendant 30 ans. Et malgré sa petite retraite, avant il travaillait comme homme de ménage dans une petite entreprise, mais l'entreprise entre-temps elle a fermé. Et après, bon, il s'est retrouvé à la retraite, mais malgré tout, il avait toujours une petite retraite. Et malgré tout, il arrivait à organiser ce grand événement, à faire venir beaucoup de monde. Comment il faisait? C'est que lui-même, il créait ses affiches. C'est-à-dire qu'il peignait des affiches lui-même, il les photographiait et il les envoyait par mail à 2000 personnes. En 30 ans, il a recueilli beaucoup de mails. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'il faisait. Et aussi le bouche à oreille, il réunissait des gens. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il faisait? Lui-même, il distribuait des affiches de l'événement dans la rue, mais avec des petits poèmes à lui aussi. Par derrière, il y avait la poésie tout le temps. Et lui-même, avec ses amis poètes, il avait une chaîne, pas lui, mais un de ses amis avait une chaîne YouTube. Et en direct, il clamait sa poésie. Et il était vu par, quand même, il avait des fans, hein, des millions de fans, quelques milliers de fans qui écoutaient sa poésie en direct, live, sur YouTube. Il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. D'accord. Alors, vous héritez de cet emblème. Tout à fait. Mais moi, je ne suis pas poète, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas peintre. Oui. Mais chez nous, on est aussi une famille d'artistes. Voilà. Donc, avant, j'habitais à Trappes. J'ai vécu 15 ans à Trappes. Et déjà, à Trappes, dès qu'il y avait des carnavals, j'y étais. Dès qu'il y avait des fêtes de la ville, j'y étais. Et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai été à l'école de musique. J'ai étudié la guitare. J'ai étudié le violoncelle. J'ai fait aussi partie d'un groupe de danse qui s'appelait l'Afro Jazz. Voilà. Et on se donnait en spectacle dans des petits événements à Trappes quand j'étais jeune. J'ai fait aussi partie d'un groupe de percussionnistes, toujours quand j'étais jeune. Donc nos parents n'hésitaient pas à nous inscrire à toutes les activités artistiques.
Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai deux petits frères qui ont fini rappeurs. Maintenant, c'est des rappeurs. Voilà. Donc, on est vraiment une famille d'artistes. Dès qu'il s'agit d'art, on est toujours dans le milieu artistique. Bon, moi, j'ai un travail. Hein. Je travaille dans un laboratoire de chimie. Il faut bien vivre quand même. Hein. Mais à côté de ça, j'ai des passions comme tout le monde. Et les passions, c'est quand même important. Voilà. C'est très grandiose quand même de faire sortir des gens dans la rue pour s'amuser. C'est beaucoup de choses. Il faut demander l'autorisation, il faut organiser, il faut rencontrer beaucoup de personnes. Toutes ces associations-là, tous ces pays-là, comment vous arrivez à les faire tous travailler ensemble? C'est beaucoup de choses. Parce que le carnaval, c'est un carnaval libre, bénévole et gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une liste où je vais inscrire les différentes associations. Je ne vais pas donner, tiens, toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens pas. Non, c'est tu viens et tu t'insères dans le cortège. Voilà. Et chaque association est responsable de la sécurité de son groupe. Voilà. Et essayer de respecter les distances entre chaque groupe. Voilà, parce qu'il y a quand même plein de groupes. Hein. Donc, des fois, c'est fait, des fois, c'est pas fait. Donc, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que parce que ce qui se passe avec les artistes, surtout les artistes qui dansent et qui ont des chorégraphies, etc., et même les groupes de Batucada, ils aiment se donner un spectacle. Ils s'arrêtent et ils partagent leur art dans la rue. Parce que ça, le carnaval de Paris, c'est ça en fait. C'est l'art de la rue. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est l'art de la rue parce que c'est vraiment des artistes qui s'entraînent quotidiennement dans des salles, parce qu'il y a aussi des costumes. Par exemple, les Boliviens, leur costume, ça coûte genre 1 000 € le costume. 1 000 €. Oui, c'est à peu près ça. Et comment ils font pour rembourser 1 000 € C'est entre 500 et 1 000 €. Est-ce que vous avez vu les costumes des Boliviens dans le carnaval? Ils avaient des gros costumes imposants, avec beaucoup de dorures, tout ça. Ces costumes-là, ils les font fabriquer en Bolivie. Et après, ils les font venir par bateau, par avion. Je ne sais pas comment ils font. Et ils étaient nombreux. Il y a beaucoup. J'ai découvert ça en même temps que vous. Il y a énormément d'associations boliviennes, Paris-Île-de-France, il y en a énormément, et qui demandent que ça, de se produire dans la rue gratuitement. Oui, mais pourquoi ils veulent se produire dans la rue gratuitement? Parce qu'en fait, on parle tout le temps du Brésil. Mais le carnaval de Bolivie est le deuxième après le Brésil. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais parce que nous parlons tout le temps du Brésil, mais dans l'Amérique latine, il n'y a pas que le Brésil. Il y a tous les pays latinos qui ont cette tradition carnavalesque. Voilà, ça va du plus petit village à la plus grande ville. Et ça va du plus petit au plus grand. Ça va des petits-enfants aux adultes, aux personnes âgées. C'est toute l'Amérique latine qui est concernée par le carnaval. Et ce n'est pas seulement un pays. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'en France, il y a des Boliviens. Et ces Boliviens, ils ont des associations. Et ils apprennent à leurs enfants à danser la danse traditionnelle bolivienne avec les costumes traditionnels. Et c'est ouvert à tout le monde, pas seulement des Boliviens. C'est une autre culture. La danse culturelle traditionnelle de la Bolivie, ça doit être, moi je ne sais pas, ça doit être compliqué. C'est une chorégraphie qui s'apprend. C'est comme en Afrique, il y a des danses, différentes danses, et ça s'apprend. Je ne connais pas les styles de danse qu'il y a en Afrique, mais il y en a plein. Voilà. Chez nous, au Maroc, c'est la danse du ventre. Voilà. C'est notre danse un peu traditionnelle, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres danses, mais ça s'apprend. Le plus connu, c'est du ventre. Oui. Mais pour la Bolivie, on voit, eux, ils veulent faire connaître surtout leur culture. Aussi, ils veulent faire connaître leur culture, leurs costumes, et leur danse, et leur pays aussi. Oui, on parle d'un pays quand même. Et dans leur culture, quand il y a le carnaval ou d'autres fêtes, ils viennent pour partager ça avec les habitants. Soit c'est dans leur pays, soit c'est dans un autre pays. Mais après, c'est compliqué. Si on parle, on peut dire, si on souhaite connaître l'art de la Bolivie, comment on peut définir, comment on peut connaître ça? C'est quoi? Moi, je ne saurais pas quoi dire, l'art Bolivie. Il y a déjà l'art culinaire. Oui, il y a l'art culinaire. Sous quelle forme leur art se représente? Alors, ça se représente à travers leurs vêtements. Je vais vous donner un exemple. Leur tradition. C'est un peu comme... par exemple, vous prenez l'Algérie. Vous avez la Kabylie. Oui. D'accord? Les Kabyles ont des robes. Oui. Et on les reconnaît grâce à leurs robes. Oui, voilà.
Voilà, c'est important ça. Même au Maroc, on a les Berbères du Maroc, on les reconnaît aussi grâce à leur robe. Et je suis sûre, si on va en Afrique, dans plein de pays d'Afrique, on reconnaît les régions d'Afrique grâce aux robes. Voilà, mais parce qu'il faut connaître un petit peu. Moi, je ne connais pas trop, mais je sais. Et en Bolivie, c'est pareil. Ils ont leurs vêtements, ça représente leur village, leur culture. Et je suis sûre que grâce à leurs vêtements, on sait d'où ils viennent, de quelle région de Bolivie. Voilà. Voilà. Mais je suis sûre et certaine. Parce qu'il y a plein d'associations boliviennes différentes à Paris, Île-de-France. Mais dans tout... Ah bon? Oui, je ne savais pas, mais il y en a plein en fait. Parce que je reçois des coups de fil tous les jours de différentes associations boliviennes qui souhaitent venir au carnaval. Je me dis, tiens, mais j'ai pas eu déjà ce coup de fil. Mais en fait, non, c'est encore une autre association, je les ai notées. Par exemple, là à côté, dans la maison des associations du Paris 11e, il y a l'association du Pérou qui est là. Voilà. Et on a eu des associations péruviennes au mardi, au carnaval de Paris. Oui. C'est encore une autre association qui est venue. Donc, voilà. Et là, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, oui. Oui. Bah oui, heureusement, et Dieu merci. Hein. Parce que s'il y en avait qu'une seule, on n'aurait pas beaucoup de Boliviens au carnaval de Paris. Mais là, on en a eu plein cette année. Alors, c'est quelque chose de grandiose. Vous avez, c'est vrai, c'est quelque chose que vous avez hérité, et puis vous l'avez tenu, ça fait plusieurs années. Que moi, oui, ça fait depuis 28 ans. Voilà. Depuis 28 ans, vous faites le carnaval de Paris. Ça fait 2 ans que je suis présidente, parce que Basile Pachkov est décédé il y a 2 ans. Voilà. Mais sinon, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le carnaval. J'ai rejoint le carnaval il y a 15 ans. Voilà. Parce que j'aimais bien me déguiser, mais j'avais, à l'époque, je voulais me déguiser en Star Wars. Vous savez, Padmé, Amidala, elle avait un super déguisement, et moi-même, je confectionnais ce déguisement, et c'était un déguisement assez grandiose, quoi. Donc, je voulais le montrer, ce que je faisais. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et après, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'association, et j'ai aidé Basile, et notamment... j'étais dans le cortège parce que justement, il fallait des bénévoles pour réduire les écarts, pour faire attention aux gens qui ne se fassent pas écraser par des voitures, parce qu'il y a aussi les voitures, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en me déguisant, puis en l'aidant aussi dans le cortège du carnaval. Voilà. Et à la fin de sa vie, il m'a donné le dossier parce que on a malheureusement les anciens, la bande à Basile, je les appelle, ils sont tous âgés et ils ne peuvent pas prendre la responsabilité du carnaval parce qu'ils sont trop âgés pour ça. Voilà. Mais moi, je comprends bien. Moi, je ne sais pas, mais je sens que quand on voit Carnaval de Paris, les gens défilent dans les rues de Paris. Alors, on connaît bien la France, mais c'est une énorme responsabilité de faire les gens, laisser les gens dire. Je ne sais pas. Sur place, on a quand même d'autres bénévoles qui se font connaître sur place. Voilà. Donc, on a même des bénévoles policiers qui nous aident pour la circulation et puis la sécurité des gens. Voilà. Mais c'est beaucoup de responsabilité pour vous, étant présidente, parce que vous êtes responsable, que vous déléguez à plusieurs instances. Elle me le dira, mais une association, maintenant, elle se gère sur... parce que maintenant, c'est plus avec des courriers qu'on envoie. Il y a des sites internet de la préfecture de police de Paris, le ministère de la Culture, Allo Asso, tout ça. C'est là où on met tous les documents, c'est-à-dire les assurances de l'association, tous les papiers dont on a besoin. On les met virtuellement sur les sites internet. Ça, c'est quand même facile à gérer parce que tout se fait virtuellement. Une fois que vous avez vos dossiers sur votre ordinateur, tous les papiers dont vous avez besoin pour mettre sur le site du ministère de la Culture et aussi du gouvernement, tout ça. Après, ce qu'il faut faire, c'est pareil, parce que là, c'est comme c'est un grand événement. Maintenant, le ministère a mis en place encore un nouveau site internet où on doit déclarer nos manifestations. Là, c'est une manifestation carnavalesque. Voilà. Et eux, ils regardent... parce qu'en fait, par exemple, si c'est sur la place de la mairie, ça peut le faire. Mais là, comme on se déplace sur la chaussée, donc le dossier il est directement remis à la préfecture de police, celle qui gère les manifestations dans la rue. Voilà, parce que là, on est dans la rue, donc là, il faut encore une autre énergie, l'énergie de la police. Parce que là, on marche sur la route, on ne marche pas sur les trottoirs. Ils vérifient tout ça, tout vos parcours. Ils vérifient tout le parcours et surtout, ils arrêtent les voitures.
Ah oui, d'accord. Bah oui, il faut arrêter les voitures, nous on ne peut pas le faire. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, on était rue du Faubourg du Temple. Il y avait une intersection, il y avait des voitures qui roulaient. Et par moment, bon, les groupes ont avancé, donc les voitures pouvaient rouler. Donc on pouvait les laisser rouler. Et en attendant que le deuxième groupe passe par là. Mais à un moment donné, j'avais mon sifflet et je disais à une voiture de rouler. Mais elle ne voulait pas. Elle dit non, le feu il est rouge. Je lui ai dit non, mais vous roulez, sinon vous allez rester coincé 20 minutes. Mais elle a dit non, je ne veux pas. Tu sais, moi, je t'ai déguisée. Alors imagine, une nana qui vient, qui est déguisée en jaune et rouge, ou je ne sais pas, avec une perruque. Si vous avez eu le doigt. Oui, voilà, elle ne sait pas. Elle se dit, ouais, mais si elle me dit d'avancer, que je me prends une amende. Bah oui, mais c'est pas sérieux. Elle dit, c'est quoi celle-là, déguisée, elle vient me dit de passer, elle ne me croyait pas. Après, il y avait un autre policier qui était là, qui était en civil. C'est lui qui est venu, qui leur a donné l'ordre d'avancer. Parce que moi, il ne m'écoutait pas, en fait. Voilà. Des fois, c'est super compliqué. C'est pour ça que des fois, quand on dirige un truc pareil, on a besoin de gens pas trop déguisés, qu'ils soient habillés en civil pour... bah oui, c'est pour la circulation. Parce qu'on ne te prend pas au sérieux quand tu es déguisé. Oui, parce que vous, étant présidente, vous êtes obligé de déguiser dans le carnaval pour l'ambiance, tout ça. Exactement. Ça, par rapport à ça, les gens ne vous reconnaissent plus. Oui, on ne reconnaît pas. On ne sait pas qui est-ce qui est déguisé. Bah oui, parce que, imagine, je te dis d'avancer, tu te prends une amende. Oui, ouais, exactement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un carnaval qui est... virtuellement, il est facile à organiser. Parce que c'est que de la paperasse. C'est pour ça que les personnes âgées, ils peuvent pas, parce qu'ils voient pas très bien. Et donc, c'est beaucoup de sites internet à mettre des papiers, tout ça, aller récupérer des papiers, télécharger, recharger, c'est vraiment beaucoup. C'est des gens qui n'aiment pas la paperasse, c'est pas pour eux, ça. Hein. Voilà. C'est beaucoup de responsabilité. Alors, en théorie, là, c'est la partie théorique. Après, c'est le jour du carnaval, là, c'est la partie pratique. En une journée, il va falloir trouver des bénévoles, trouver des gens, faire attention, aller retrouver la police, donner les autorisations, faire attention à tout ce que se passe bien, quoi, donner les interviews aussi, parce qu'il faut donner des interviews. Voilà. J'ai une question. Alors, dites-moi, est-ce que vous arrivez à dormir le soir? Non, je dors pas bien. Non, je dors pas bien. D'abord, je me lève très tôt. Non, je dors pas bien parce que, par exemple, le samedi, ce que j'ai fait, je me suis dit, je ne vais pas remettre mon même déguisement que l'année dernière. Ouais. Parce que, comme elle a dit, le carnaval, c'est les couleurs. Et cette année, c'est l'amour, la paix et la joie. Oui. Et donc, les couleurs étaient importantes. Donc, je suis allée à Emmaüs, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Après, j'étais dans un autre magasin vintage, rue du Faubourg du Temple, qui vend des vêtements au poids. Juste à côté d'Emmaüs. Oui. Donc là, rapidement, j'ai trouvé des vêtements à acheter. Bon, la tenue, je l'avais, mais ça m'a pris du temps. J'ai mis samedi. Après, il fallait promener le chien. Et après, je me suis couchée tôt. Il fallait que je me lève très tôt. Parce que j'avais une interview à donner à 7h30 du matin à la radio. Voilà. Vous étiez sur France Bleu, chez BFM, tous ces bandes de radio-là. Oui, exactement. J'ai donné 2 interviews, en fait. Vendredi matin à 7h30 et dimanche matin à 7h30. Voilà. Donc, il fallait se lever tôt. Une fois que j'étais levée, j'étais levée. Donc, j'ai promené mon chien et après, j'ai mangé parce que j'allais marcher longtemps, très longtemps. Donc, il faut bien manger et bien boire. C'est super important. Voilà, bien. En plus, il a fait chaud dimanche. Donc, il faut bien manger. Mais les gens qui marchent, qui sont déguisés comme moi, et bien souvent, il y en a, ils ne pensent pas à ramener des bouteilles d'eau. Eh oui, parce qu'il faut boire, c'est important, il ne faut pas tomber dans les pommes. Et autour de moi, il y avait quand même des personnes âgées qui défilaient avec moi. Il y avait même des jeunes filles. Donc j'ai été vite acheter des bouteilles d'eau pour qu'ils boivent. Oui, parce que c'est comme un marathon, sauf qu'on marche. Hein. Parce qu'on marche à 2 km/h. C'est-à-dire qu'on marche très, très, très lentement. Ah oui. Parce qu'on est parti à 14h et il fallait arriver vers 18h à République. Et normalement, ça, on le fait en 10 minutes à pied. Et là... Alors, c'est bien. On voit que tous ces gens-là qui vous suivent, comment vous avez pu gérer tout ça? Alors, il fallait d'abord, sur place, donner aussi des interviews. Pareil. Parce qu'il y avait des influenceurs de TikTok et Insta, tout ça, YouTube aussi. Ils faisaient des directs. Oui. Donc, il fallait donner rapidement des interviews. Et il faut négliger personne, parce que c'est grâce à ces gens-là aussi qui véhiculent l'information, qui font et souvent ils ont des fans. Hein. Il y en a, ils ont 20 millions de fans sur leur.
Ouais, c'est super important. Donc, il n'y a pas que moi qui a joué le jeu, hein, attention. Hein. Tous les gens qui étaient avec moi, les Miss, il y avait les Miss Montmartre. Il y avait 3 Miss Montmartre. Elles aussi, elles ont bien joué le jeu. Elles ont donné des interviews, elles se sont arrêtées pour les photos. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des journalistes, enfin des photographes, amateurs et professionnels, qui se sont donné rendez-vous en équipe pour couvrir le carnaval. Voilà. Donc, il y avait comment dire, des caméramans aussi, pareil, des professionnels ou des amateurs qui étaient là. Ils avaient des appareils très vieux. J'ai remarqué, même il y en avait un, il avait un appareil russe. Disons. Ouais. Donc, parce qu'il y a des gens, c'est des fans de vieux appareils photo, de vieux caméras. Et dans ce genre d'événements, ils viennent avec et ils s'amusent à filmer et prendre des photos pour voir comment un peu fonctionnent les vieux appareils. Voilà, c'est des collectionneurs d'appareils. Non, mais c'est bien, on voit tout ça. Mais au fond de vous, lorsque vous voyez, vous faites tout ça, vous, Madame Ilham, tous ces gens-là s'amusent par rapport à votre création, pas juste à votre truc. On est là pour s'amuser. Hein. On est là pour oublier les soucis de toute l'année. Hein. Bah oui, parce que c'est ça aussi un carnaval. Quand vous regardez, les carnavals sont souvent organisés dans des pays pauvres. Parce que l'Amérique latine, le Brésil, c'est des pays pauvres. Voilà. Donc les gens, toute l'année, ils ont des problèmes, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de boulot, les enfants sont malades, la grand-mère, elle est malade. C'est le seul jour où les gens, ils vont penser à autre chose. Ils vont danser, ils vont boire, ils vont rigoler. Pendant une journée, ils vont oublier leurs problèmes. Voilà. Et c'est pour ça que dans ces pays-là, les carnavals, c'est important. Pendant une journée, on oublie nos problèmes. Voilà. Et c'est aussi le carnaval, c'est aussi à Venise, c'est aussi en Espagne. Tous les pays latinos organisent le carnaval. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont chrétiens. Et donc, je ne sais pas si en Afrique, il y a des carnavals. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie parce que dans les pays latinos, ça fait vraiment partie de leur vie. Voilà. Voilà. Mais aux Antilles, oui, mais les Antilles, ça fait partie aussi de la France. Vous voyez, les Antilles, ça fait partie aussi de leurs habitudes. Mais en Afrique, je ne sais pas. Après, ça dépend de culture. Ouais. Il faut voir, il y a le moment de carême. On peut demander à madame. Oui, alors ça évoque. Oui, Alors, mais Congo, vous qui êtes du Congo-Brazzaville, madame. les carnavals, c'est des carnavals privés, personnels, comme je vous envoyais ma vidéo. Je faisais mon spectacle à 15 heures. J'ai pris des bus, il y a eu beaucoup de fans, des mélomanes qui me suivaient derrière et moi, j'étais là en train de saluer. Voilà, c'est ça le carnaval chez nous. Chez nous, non, c'est pas comme chez vous. Chez nous, le carnaval, c'est quand quelqu'un fait des prestations, un spectacle. Donc, il loue des bus et puis il est devant pour pim, alerter les quartiers et tout. Voilà, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas les 3 jours gras comme il existe le mardi gras. Non. Nous, c'est quand un artiste ou il y a un événement, les meetings, c'est ça qu'on appelle carnaval. Est-ce que dans ton pays, ils sont chrétiens? Bon, vous savez, moi, je suis de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, tout le monde, c'est des chrétiens. Hein? Voilà. Mais l'Afrique de l'Ouest, c'est des musulmans. D'accord. La différence est que il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique du Nord. Donc, l'Afrique centrale, c'est que des catholiques. Mais les musulmans sont là-bas aussi, comme aussi en Afrique de l'Ouest, je peux dire par exemple la Côte d'Ivoire, il y a des musulmans et des catholiques. Mais chez nous, là-bas, c'est plus catholique, mais les musulmans, ce sont des étrangers qui viennent s'y installer. Voilà. Non, mais je posais cette question parce que les chrétiens en France et puis en Amérique latine font le carnaval avant de commencer le carême. C'est pour ça que je dis ça. Il n'y a pas de carême. Non, nous, on n'a pas de... Bon, il y a des carèmes pour la Sainte Vierge. Mais ce n'est pas tout le monde qui suit ça. Vous savez, chez nous, tout le monde est libre. Hein. Moi, par exemple, je suis catholique. Je pars à l'église seulement quand c'est le 25 décembre ou quand je veux aller allumer les bougies ou quand je veux aller demander des messes pour des défunts. Vous payez les messes. Et voilà, c'est chacun libre de prier comme il veut. Mais il y a ces gens qui sont là à faire des neuvaines pour des carèmes, comme vous dire, de 3 jours. Ça dépend à ceux qui sont vraiment dans ce domaine-là. En tout cas, c'est le carnaval qu'il y a dans le monde entier en même temps, c'est pour indiquer le début du carême qui va commencer dans quelques jours. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens font le carnaval avant le début du carême. C'est juste pour ça. Et après le carême, il y a encore d'autres carnavals. Donc le carnaval des femmes. Voilà. Oui. La mi-carême, on appelle ça.
C'est des neuvaines chez nous. Neuvaines, ça veut dire, les neuvaines, ils font 3 jours de prière. Ils ne mangent pas, ils mangent que le soir. Ils jeûnent. Chez nous, on jeûne 3 jours. Et il y a des gens qui jeûnent aussi, ça dépend de ceux, d'autres qui sont malades, ça dépend, hein, voilà. Mais on ne fait pas des carèmes. Nous, c'est les jeûnes. Neuvaines, voilà, pas les carèmes. Les carèmes, c'est plus la religion musulmane qui font des carèmes. Non, je ne parle pas des musulmans, je parle des chrétiens qui font le carême. Ah, moi, bah oui, le carême, la mi-carême, je parle des chrétiens, je parle pas. Les musulmans, c'est Ramadan. Voilà. On ne mange pas pendant 30 jours. Et les chrétiens font carême pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'ils mangent moins gras. En gros, c'est ça. Tous les vendredis, c'est poisson. Ou même tous les jours, c'est poisson. Ah, oui, oui, mais ça, Voilà. c'est les gens qui sont vraiment dans le catholique. Oui, oui. C'est vrai, hein, il y a ces vendredis qu'on ne mange pas la viande. Ils ne mangent que le poisson. Ça, c'est vraiment des gens qui sont vraiment dans... Moi, je ne suis pas trop dans... Oui, je ne suis pas trop dans ça. C'est pour ça qu'il y a des carnavals partout. Ah oui, je ne suis pas trop dans ça. Mais voilà, parce que moi, je suis orpheline de mère et père, et il n'y a pas de grand-mère, il n'y a pas tout. Mais quand eux, tous ils étaient là, quand il y avait des vendredis que les gens ne mangeaient pas la viande, je respectais, je ne mangeais pas la viande. Mais maintenant, ils ne sont pas là. Je ne sais pas si quand ils mangent la viande, quand ils ne mangent pas la viande, je ne sais pas trop. Oui, c'est vrai. Alors, c'est très bien. Moi, j'étais très content de vous recevoir, de me parler un peu de ce truc, le carnaval de Paris. C'est un honneur pour moi à Haïti Média Télévision. Et en fait, le sujet encore qui m'intéresse, parce que j'aimerais avoir votre avis sur cette journée de la femme aujourd'hui. Alors, quel est votre avis là-dessus? Alors, quel est mon avis? Ben, moi, déjà, je suis très contente qu'il y ait une journée de la femme. Oui. Parce que dans le temps, c'est vrai que les femmes n'ont pas toujours été respectées, hein, au niveau professionnel. Vraiment, c'est surtout au niveau professionnel où ça se voit. Il n'y a pas l'égalité homme-femme au niveau salaire. Mais pourquoi vous dites ça? J'ai l'impression que est-ce que vous avez vécu quelque chose dans le temps ou une fois dans votre vie? Vous pouvez me le dire. Non, j'ai rien vécu de particulier. Mais moi, je vois des fois mes collègues qui ont des diplômes, parce que moi, j'ai pas de diplôme, mais j'ai des collègues qui ont beaucoup de diplômes et elles n'ont pas le même salaire que leurs collègues qui ont les mêmes diplômes qu'elles. Et souvent, ça se plaint. On se dit, oh ben non, c'est pas juste, pourquoi lui, il gagne plus que moi, alors qu'on a les mêmes expériences, les mêmes diplômes, et il gagne plus que moi. C'est pas normal. Donc, ça les énerve. Hein. Voilà. Mais moi, j'ai pas vécu grand-chose au niveau, à ce niveau-là. D'accord. Mais journée de la femme, vous êtes content de cette journée? Oui, parce que c'est pas la fête de la femme. C'est parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est la fête de la femme. Bonne fête de la femme. Non, c'est les droits de la femme. C'est pas pareil, c'est pas notre fête. Hein, c'est respecter les droits de la femme. Oui, c'est surtout ça qui est important. Voilà, c'est journée pour respecter le droit de la femme. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que représente le droit de la femme? Alors, par exemple, le droit de la femme, ça a été d'avoir le droit d'avorter, le droit de prendre la pilule, le droit de vote, exactement. Tous ces droits-là, dans le temps, on va parler de la France, il n'y avait pas. C'était interdit. C'était interdit. Il y avait plein de choses qui étaient interdites. La femme, elle n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque en France, dans le temps. Oui. Et c'était son mari qui avait le droit d'avoir un compte en banque. C'était le mari qui gérait tout. Donc, si c'est le mari qui gère tout, si le mari n'est pas très sympa, la femme, elle n'aura rien pour élever les enfants. Même elle n'aura rien du tout. Hein, et même si elle travaille, à l'époque, la femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque à elle. C'est-à-dire que le salaire, il va directement dans le compte de son mari. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Et donc, à l'époque, comme la pilule n'existait pas et que les gens étaient chrétiens aussi. Donc, interdit de mettre un préservatif, par exemple. Voilà, il fallait que la femme ait des enfants. C'était nécessaire. Voilà. Quand vous dites nécessaire, ça veut dire que c'était le travail de la femme à l'époque. C'était sa tâche, ouais, c'était son travail. Et aussi, il y avait la religion qui se mêlait à ça. Et oui, une femme, c'est fait pour faire des enfants. Il faut qu'elle ait des enfants, coûte que coûte. Voilà, c'était ça à l'époque, hein, en France. Hein, c'était un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il y a eu beaucoup de films là-dessus. Hein. Il y avait les femmes, elles n'avaient pas le droit de prendre un préservatif ou quoi que ce soit. Elles étaient obligées de porter les enfants. Hein. Et c'est pour ça qu'il y en avait se retrouvaient à l'époque. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient des 10 enfants, quoi. Voilà. Je comprends
Et maintenant, c'est pour ça qu'après, madame, comment elle s'appelle Simone Veil. Simone Veil, elle s'est bagarrée pour que justement les femmes aient le droit à la pilule et le droit à l'avortement aussi. Parce que même la pilule, hein, même si elle était inventée, la pilule, il fallait... et on ne voulait pas tellement que les femmes prennent la pilule. Hein. Voilà. Donc elle s'est bagarrée pour le droit de vote et Dieu merci que nous, on a le droit de faire ce qu'on veut de notre corps. Oui, parce qu'avant, c'était les hommes qui décidaient à notre place. Enfin, qui décidaient si tu devais porter un enfant ou pas, etc. C'était la décision d'un homme. Hein. C'était juste après la guerre. Hein. Il y a du progrès dans l'humanité du jour au jour. En France, il y a du progrès. Oui. En Europe. Pourquoi vous. Alors, j'ai l'impression que vous hésitez quand je dis ça. Vous dites en France, c'est pas partout dans le monde. Bah, malheureusement, il y a des pays où. Enfin. Hein? Il y a des pays où non. Non. Bah non. Je ne veux pas citer les pays, mais il y a des pays où la femme ne fait pas ce qu'elle veut. Hein. Non, il y a des pays où les droits. Y a pas, les femmes, elles n'ont pas de droits. Hein. Voilà, c'est comme jusqu'à maintenant, à nos jours. Bien sûr, bah oui, c'est normal. Enfin, c'est comme ça, hein. Ça. Comme elle dit, ça fait partie des lois, de la culture du pays. Et il y a des femmes qui sont d'accord aussi avec ça dans ces pays-là parce qu'elles ont vécu comme ça toute leur vie. Elles connaissent pas autre chose aussi. C'est pas. Même si on leur dit demain, tiens, tu prends la pilule, tu as le droit de prendre ta pilule, elles vont dire bah non, je peux pas. Je dois faire des enfants, c'est comme ça, dans notre culture. Voilà. Je comprends. C'est compliqué tout ça. Mais comme venait de dire la dame, c'est les coutumes et les cultures. Ça ne se ressent pas, comme je peux dire en Afrique de l'Ouest. C'est des polygames. Et chez nous, en Afrique centrale, ce n'est pas la polygamie. Hein. Ah ben oui, chez nous, en Afrique centrale, c'est comme en France. Vous vous mariez avec une seule femme et c'est des maîtresses. Parce que, oui, c'est comme ça. Mais après, les autres, c'est des maîtresses. Mais les maîtresses, là, la femme de la maison, elle peut... Oui, voilà, premier bureau, deuxième bureau. La femme de la maison, il voit seulement un homme qui l'amène l'enfant. Les enfants sont innocents, elle accepte. Mais l'autre qui est dehors là-bas, vous êtes dehors là-bas. Mais celle qui est là, qui est mariée, c'est elle qui est à la maison, c'est elle qui est reconnue, c'est elle qui vous... Celle qui est là-bas, on ne s'occupe pas d'elle. Là-bas, c'est comme ça. Là. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a de la polygamie, il y a d'autres qui marient. C'est leur coutume. Hein, ça ne changera pas. 2 femmes, 3, il faut les traiter de la même manière. Voilà, mais c'est très différent. Parce que moi, par exemple, dans mon pays, lorsque chez nous, il y avait des locataires qui étaient là, des gens, les Africains de l'Afrique de l'Ouest, ils étaient là, 2 femmes, on ne comprenait pas. On se dit, mais comment vous vous bagarrez pas, vous causez, vous préparez, vous lavez, c'est quoi ça? Vous êtes des sœurs? Non, je dis non, c'est notre mari. Je dis, chez nous, ça nous dépasse. Mais après, on comprend que c'est leur culture qui est comme ça. Parce que nous, on ne comprenait pas. Et parce que chez nous, quand c'est comme ça, mais l'homme, mais on te cogne, hein? Hein? On tabasse l'homme, on peut te faire même du mal, ça n'existe pas. Hein? Ah ben oui, chez nous, non, la polygamie, 2 femmes à la maison, mais tu cherches ta mort. Hein? Chez nous, ça n'existe pas, mais d'autres pays, c'est normal. C'est leur culture. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est bien tout ça, on voit que oui, encore une journée du droit de la femme, ça évoque beaucoup de choses. D'accord, c'est bien. Bon, maintenant, on va continuer parce que maintenant, c'était Carnaval de Paris. Maintenant, Carnaval de la femme. Pourquoi vous avez évoqué, vous avez créé Carnaval des femmes? Alors, le Carnaval des femmes, c'est aussi un carnaval historique. Donc, en 1880, il y avait les blanchisseuses. Elles travaillaient dans des blanchisseries. En 1800, il n'y avait pas les lave-linges, il y avait rien de tout ça. Donc, il y avait à Paris, Montmartre et dans le 11e ou le 12e, il y avait des grandes blanchisseries. Donc, les jeunes filles, souvent, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait aussi le travail des enfants. Hein, le travail des enfants, on oublie de le dire ça. Notamment des jeunes filles. Donc, il y avait des jeunes filles de 14 ans qui rentraient dans une blanchisserie. 14-15 ans, elles rentraient là-dedans et elles commençaient à travailler, à laver le linge à la main. Comment on appelle l'endroit où on lave le linge, là, les grands trucs, là? Tu sais, les grands-mères, elles lavaient les linges. Le lavoir, voilà. Il y avait un gros lavoir à Montmartre. Grand, oui, énorme. Et donc, c'était le travail des femmes, hein, ça. Ah oui. C'était à l'époque, il n'y avait que des femmes qui travaillaient dans les lavoirs. Donc, elles allaient chez les bourgeoises ou dans les grands hôtels, etc. Elles allaient récupérer le linge. Et la fille qui rentre là-dedans, qui a 14 ans, au bout de 2 ans, ça y est, physiquement, elle a 25 ans. Ah oui. Bah oui, parce qu'elle reste penchée comme ça sur le lavoir et elle lave avec ses mains. Oui. Donc, elle rentre à 14 ans.
Au bout de 2 ans, on dirait qu'elle a 30 ans. Voilà, c'est un métier usant. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un truc. Ils ont dit, les hommes ont créé ça avec les femmes qui sont responsables des lavoirs, parce que les responsables sont souvent des femmes, hein, les responsables des lavoirs. Les chefs, et il y avait aussi des chefs bien au-dessus. Donc, ils se sont décidés, on va créer un truc sympa pour elles. On va élire la reine des blanchisseuses. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a marché. Et du coup, chacune, elle pouvait être élue tout à coup la reine des blanchisseuses. Et donc, une fois que la reine était élue, il y avait un carnaval qui était organisé pour elle. Donc, les femmes, on disait à l'époque en reine, et les hommes en femmes s'ils osent. Voilà. Donc, elles défilaient dans les rues de Paris avec le truc sur la tête, hein, parce qu'elles avaient comme une reine, hein, elles avaient comment on appelle ça, les trucs qu'on met là sur la tête, là, des reines. Une couronne, voilà. Elles avaient une couronne. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture non plus. Il y avait des carrioles avec des chevaux. Voilà. Et c'était reconnu par, à l'époque, c'était Napoléon, je crois, je ne sais plus. Elles étaient saluées par le roi, enfin l'empereur. C'était juste après la Révolution française. Donc il y avait un chef du gouvernement et après il y avait eu Napoléon. Donc elles étaient saluées par Napoléon, le fait qu'elles étaient élues reines. Ça a duré très 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 longtemps, mais après il y a eu des guerres, tout ça, donc ça s'est arrêté. Et mon vieil ami Basile Pachkov, qui lui est passionné par tous ces carnavals, quand il a découvert cette grande histoire, il s'est dit tiens, on va la remettre en route. Et c'est comme ça qu'il a créé le carnaval des femmes. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les femmes s'habillent en reines, c'est pour représenter les reines des blanchisseuses. Et les hommes s'habillent en femmes s'ils osent. D'accord. Alors voilà. Là, c'est clair pour nos téléspectateurs d'où viennent la création Carnaval des femmes de Paris. C'est comme ça vient d'une ancienne histoire. Et donc, nous, on défile on défilait dans le Marais. Oui. On défile toujours dans le Marais. Mais moi, j'ai changé le parcours. Parce que du côté de Châtelet-Les-Halles, le Forum des Halles, il y a une rue qui s'appelle la rue des Blanchisseuses. Oui. Et je ne pouvais pas passer dedans, c'était compliqué. Donc je me suis dit, tiens, on va passer à côté pour faire un clin d'œil aux Blanchisseuses. Ils ont créé quand même une rue au nom des Blanchisseuses. C'est quand même pas mal. Ils ont créé une rue pour qu'on n'oublie pas ces filles qui travaillaient. Ah ouais. Donc cette année, on part de l'avenue Victoria qui est sur la place du Châtelet. Oui. On passe à Faubourg, Rémur, Sébastopol, avenue... comment il s'appelle cette grande... Oh, c'est pas grave, c'est une avenue qui est là-bas, qui est à côté du Châtelet, place du Châtelet. Et là, on va tourner à gauche pour aller vers Châtelet-Les-Halles. On va rentrer dans le forum, enfin pas dans le forum, on va longer le forum. Voilà, et c'est ce qu'on a fait l'année dernière et ça s'est bien passé. Et donc, on fait une boucle par là et après, on retraverse la grande... ce qui est bien, c'est que le premier dimanche de chaque mois, Châtelet-Les-Halles et le Marais, c'est piéton. Oui, c'est piéton. Voilà, pour avoir une meilleure qualité de l'air. Voilà, ça se fait dans plein d'arrondissements dans Paris. Et donc, le premier dimanche de chaque mois, c'est Châtelet-Les-Halles et le Marais. Et au niveau sécurité, c'est top. Parce que ça permet aux carnavaleux de ne pas se faire écraser par les voitures, etc. Là, il n'y aura pas de voiture, c'est super bien. Et après, on rejoint le Marais. Voilà. Alors, la date de ce carnaval des femmes, ce sera pour quand? C'est le dimanche 6 avril. Rendez-vous à 13h, départ à 14h. Et normalement, on devrait s'arrêter à la place de l'Hôtel de Ville. Mais il y a des travaux à la place de l'Hôtel de Ville. Ils sont en train de tout végétaliser. Voilà. Et donc, on va s'arrêter. Il y a une place qui est juste avant de l'Hôtel de Ville. Il y a un emplacement, on va s'arrêter là. C'est juste en face de Air Paris. Voilà, c'est là. Voilà. Et donc, là aussi, on va un peu marcher. Voilà. Et donc... ce qui est bien, c'est qu'il y a la communauté transsexuelle qui nous rejoint. Ils adorent ça, s'habiller en femme, en reine et tout. D'ailleurs, cette année, au Carnaval de Paris, ils étaient là. Ah, oui. Et ils ont fait un grand spectacle. Ils étaient magnifiques, vraiment. Ils étaient bien habillés en femme, ils étaient bien déguisés, ils dansaient sur des hauts talons. Oui. Ils ont fait vraiment le spectacle. Hein. J'ai vu des vidéos de partout, ça tourne, ils ont fait le spectacle, vraiment. Et là, j'espère qu'ils vont revenir pour le Carnaval des femmes. Ils seront bienvenus de toute façon. Et ils viennent tous les ans parce que, voilà, ils aiment bien s'habiller en reine. Non, mais c'est bien. Je tiens à vous féliciter et puis de nous avoir accordé quelques minutes d'éclaircissement pour que les gens comprennent d'où viennent le Carnaval de Paris dont vous êtes la présidente responsable.
et le carnaval des femmes, d'où est venu ce carnaval des femmes. Merci de votre gentillesse. Et puis, on va regarder quelques instants, quelques images de ce carnaval-là. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez dire à tous ces fans, pour finir, à tous ces fans qui vous suivent partout, qui adorent ce que vous faites? Je leur dis, venez vous amuser, venez oublier vos problèmes, mettez des couleurs, déguisez-vous, rigolez. Et ça peut vous faire du bien d'oublier ces problèmes pendant une journée. Voilà. Et continuez à nous suivre. Alors, bien sûr, mais comment vous faites pour rester, pour vivre comme ça? C'est vrai, vous côtoyez beaucoup de monde, beaucoup de gens et tout ça, et vous arrivez à... Comment vous sentez? À la fin du carnaval, je me sens quand même fatiguée. Oui. J'ai pris une journée de congé pour m'en remettre parce que ça s'est passé dimanche et donc moi lundi j'aurais pas pu aller travailler parce que marcher pendant 5-6 heures, c'était 10 heures de marche parce que je me suis levée très tôt le matin et je me suis occupée de ça toute la journée et j'avais mal aux jambes et j'aurais pas pu aller travailler dans cet état. Donc j'ai pris une journée de congé pour m'en remettre. Voilà. C'est bien, Madame Ilham, c'est très bien tout ça. Et on comprend ce que c'est, tout ça, parce que vous incitez beaucoup de gens, parce que vous aurez pu rester simplement comme ça, à vivre comme les gens qui se lèvent tous les jours, qui vont, qui mangent et puis qui s'assoient, qui dorment. Mais vous faites des choses, vous créez des choses pour que les gens puissent venir s'amuser, vous aidez les gens à faire des choses, à inciter les gens à crier. Mais comment vous faites pour être modèle? Mais moi, je ne suis pas un modèle. Comme je disais, c'est très facile à organiser. Oui. Ma collègue qui dirige aussi une association, je suppose que tu fais comme moi. Tu as tout rempli sur Internet, tu as mis tous les papiers. Comment? Moi, ce n'est pas sur Internet que je le fais. Moi, c'est des invitations. Ça veut dire que j'essaie de créer des affiches de bouche à oreille. Non, je ne parle pas de ça. Oui. Tu l'as créé? Ah oui, une association qui est créée, la loi 1901, on passe toujours par la préfecture de police. Mais c'est Paris, vous venez de parler de Paris à Sola. Tout est géré là-bas. Hein. Voilà, oui. Donc, au niveau virtuel, c'est comme ça que tu gères l'association. Avant de créer des événements, tu es obligé d'avoir ton association à jour. Donc tout ça se fait d'abord virtuellement. Et après, bien sûr, quand tu veux créer un événement, bien entendu, tu vas en parler sur Internet, sur les réseaux sociaux, tu vas informer tes amis, et voilà, tu vas faire des affiches. Ça veut dire que j'ai une manière... Ça veut dire que quand je fais des tournées culturelles, par exemple, dans les clubs du troisième âge, ce sont des maisons, des associations que je cible. Et c'est ces associations-là que je pars directement avec eux. Et on nous filme, on met directement. Hein, voilà, et ce sont eux les téléspectateurs, ce sont eux qui invitent les personnes âgées pour assister. Vous voyez, les maisons des personnes âgées, ils ont des salles, des spectacles. J'ai joué dans le 12e, dans le 11e, un peu par-ci, par-là, l'armée du salut. Donc, ils avaient leur monde à eux. Ouais, ici, quand on vient ici, c'est pour mettre, par exemple... Oui, j'ai fait des tournées dans les clubs du 3e âge, tout Paris, hein. C'est très bien, c'est très bien. Alors, quand la télévision Haïti Média Télé est fière de reconnaître en cette grande journée de droits des femmes, et puis, de recevoir 2 femmes battantes, 2 femmes créatrices en France qui fait des choses pour que les gens puissent continuer à vivre et puis vivre heureux. Alors, je tiens à vous remercier beaucoup, tous deux, d'être venus présents. Merci beaucoup. Et puis merci, poétesse Nati. Vous voulez faire quand même, c'est la journée de la femme, un poème pour les femmes, si vous me permettez. Oui, je vous écoute. Alors, hier, elles avaient chanté pour les femmes. Aujourd'hui, je chante pour les femmes. Demain, elles chanteront pour les femmes. Ô femmes d'Afrique, femmes d'hier de mon pays, elles étaient asservies par la rigueur de la tradition. Ô femmes d'Afrique, femmes d'aujourd'hui de mon pays, tu es devenue l'égale de l'homme. On te voit partout, à l'usine, à l'entreprise et même dans les bureaux, en train d'accomplir les tâches hier réservées aux hommes. Ô femmes d'Afrique, femmes d'aujourd'hui de mon pays, fières de laisser aux générations futures un riche héritage. Poétesse Nati Briette. Merci. Merci à vous tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci encore, Ilham. Pour quelqu'un qui était stressé, un chapeau. Ah oui, hein? Pas stressé.